Bienvenue dans Chroniques américaines, le podcast qui explore les histoires cachées, insolites, parfois dérangeantes mais toujours passionnantes des États-Unis. Des déserts oubliés aux grandes avenues, des rêves fous aux secrets bien planqués, ici on parle de l'Amérique qu'on ne voit pas sur les cartes postales. Salut les amis, bienvenue dans ce 3e épisode de Chroniques américaines. Après avoir exploré les secrets radioactifs du Nevada et l'épopée du hamburger, on s'envole aujourd'hui vers les collines de Los Angeles, dans un petit canyon qui a révolutionné la musique populaire mondiale. Laurel Canyon, un nom qui fait rêver tous les amateurs de rock, de folk et de country rock des années 60 et 70. Imaginez des routes sinueuses qui serpentent entre les eucalyptus, des maisons en bois perchées sur les collines et dans chaque garage, chaque salon, des futurs géants de la musique qui grattent leur guitare et écrivent l'histoire. C'est ça Laurel Canyon. Mais avant de parler de Joni Mitchell et des Eagles, remontons le temps. Laurel Canyon, c'est d'abord une curiosité géologique. Un canyon étroit qui s'enfonce dans les Hollywood Hills à seulement quelques kilomètres du Sunset Strip. Au début du XXe siècle, c'est un endroit sauvage, presque inaccessible. Le canyon tire son nom des lauriers roses qui poussent naturellement sur les pentes, mais attention, ces jolies fleurs sont toxiques. Dans les années 1920, Hollywood commence à se développer et quelques pionniers audacieux décident de construire les maisons dans ce canyon isolé. Pas d'électricité, pas de route goudronnée, juste la nature et le silence. C'est Tom Mix, une star du western muet, qui fait construire sa première grande propriété en 1918. Sa maison, surnommée Mixville, devient rapidement un lieu de fête légendaire. Il possédait un saloon privé dans sa maison, avec des vraies portes battantes et un bar en acajou importé du Kentucky. Et il y organisait des rodéos dans son jardin pour impressionner ses invités. Mais c'est dans les années 60 que Laurel Canyon va vraiment entrer dans la légende. Pourquoi là ? Pourquoi à ce moment-là ? Plusieurs facteurs se conjuguent. D'abord le prix. Les maisons du canyon, rustiques et difficiles d'accès, sont abordables pour de jeunes musiciens fauchés. Ensuite, la géographie. On est à la fois proche de Hollywood, du Sunset Strip et des studios d'enregistrement, mais suffisamment isolés pour créer en paix. Et puis, il y a l'esprit du temps. 1965, c'est l'explosion du folk rock californien. Bob Dylan passe à l'électrique, les Beatles révolutionnent tout, et une génération de jeunes musiciens américains cherche sa voie entre tradition et modernité. L'homme qui a tout déclenché, c'est Barry McGuire. Ce chanteur folk, connu pour son tube Eve of Destruction, s'installe dans une maison au 8401 Lookout Mountain Avenue en 1965. Il va rapidement transformer sa baraque en quartier général musical, invitant tous les talents émergents de la côte ouest. David Crosby est l'un des premiers à rejoindre cette communauté naissante. Le futur membre de Crosby, Stills & Nash habite dans une maison perchée qui domine tout le canyon. C'est là qu'il compose certains des plus beaux morceaux des Byrds, notamment 8 Miles High. Crosby fait installer un télescope sur sa terrasse, officiellement pour observer les étoiles. Les mauvaises langues disaient qu'il l'utilisait plutôt pour espionner ses voisins musiciens. Mais le véritable roi de Laurel Canyon, c'est Frank Zappa. En 68, il achète une maison baroque au 2401 Laurel Canyon Boulevard, une demeure qui appartenait auparavant à Tom Mix. Zappa transforme cette propriété en studio d'enregistrement et en lieu de vie communautaire. La Log Cabin, c'est son nom, devient rapidement le centre névralgique de la scène musicale. Zappa y accueille tout ce que la musique compte de génie en elle. Morrison, les membres de Led Zeppelin lors de leur passage à Los Angeles, Neil Young, Joni Mitchell, bref. Dans le sous-sol de la Log Cabin, Zappa avait aménagé une cave secrète qu'il appelait The Vault. C'est là qu'il stockait ses enregistrements les plus expérimentaux et ses compositions les plus folles. Mais l'âge d'or, c'est 67-72. Laurel Canyon devient le laboratoire de la musique populaire américaine. Chaque rue, chaque maison abrite des légendes en devenir. Au 8217 Lookout Mountain Avenue, on trouve Joni Mitchell. Cette Canadienne timide révolutionne la musique intime avec des albums comme Blue. Sa maison devient un salon musical où on retrouve James Taylor, Carole King et bien d'autres. Elle a écrit Big Yellow Taxi en regardant par la fenêtre de sa chambre d'hôtel à Hawaï, mais
elle l'a terminé dans son jardin de Laurel Canyon, inspiré par le contraste entre la nature luxuriante du canyon et l'urbanisation galopante de Los Angeles. Au 1436 Laurel Canyon Boulevard, c'est The Mamas and the Papas qui s'installe. John Phillips, le leader du groupe, transforme sa maison en studio de répétition. C'est là que naissent les tubes comme California Dreaming ou Monday Monday. Michelle Phillips, la femme de John et membre du groupe aussi, avait une liaison, elle, avec Donny Doherty, un autre membre du groupe. Cette tension amoureuse transparaît dans leurs harmonies vocales et donne cette mélancolie si particulière à leurs chansons. Ce qui rend Laurel Canyon unique, c'est cette incroyable interconnexion entre les musiciens. On ne parle pas de célébrités isolées dans leur propriété, mais d'une véritable communauté créative. Graham Nash raconte qu'il suffisait de se promener dans Laurel Canyon un dimanche après-midi pour entendre de la musique sortir de chaque maison. Les portes étaient ouvertes, on passait de l'une à l'autre, on jamais, on partageait les idées, on tombait amoureux, bref. Neil Young a écrit Heart of Gold chez James Taylor qui l'a aidé à trouver les accords. Et en échange, Young a donné à Taylor l'idée mélodique qui deviendra Fire and Rain. Les Buffalo Springfield se forment pratiquement dans la rue. Stephen Stills et Richie Furay se promènent dans Laurel Canyon quand ils tombent sur Neil Young, coincé dans un embouteillage. Cette rencontre fortuite donnera naissance à l'un des groupes les plus influents du folk rock. Mais impossible de parler de Laurel Canyon sans évoquer la maison la plus mystérieuse du quartier. Celle qui se dresse au 8750 Lookout Mountain Avenue. Cette demeure, construite en 1925, va abriter successivement plusieurs légendes du rock. D'abord, Errol Flynn, l'acteur hollywoodien, qui y vit dans les années 40. Ses fêtes orgiaques sont déjà légendaires, la maison possède un passage secret qui permettait à Flynn de s'échapper discrètement lors de ses liaisons extra-conjugales. Dans les années 60, la maison appartient à Paul Revere and the Raiders, mais c'est Led Zeppelin qui la rend vraiment célèbre. En 70, le groupe loue la propriété pour s'y installer pendant l'enregistrement de Led Zeppelin 4. Robert Plant et Jimmy Page jurent que la maison est hantée. Ils entendent des bruits étranges, des voix dans les couloirs et Plant refuse même de dormir seul. Selon la légende, l'esprit d'Errol Flynn entrait toujours ces lieux. C'est dans cette maison que Jimmy Page compose le riff légendaire de Stairway to Heaven. Il prétend que la mélodie lui est venue en rêve dans une chambre qu'il surnommait The Haunted. Mais Laurel Canyon, c'est aussi le berceau d'une révolution féminine dans la musique. Des femmes comme Joni Mitchell, Carole King ou Cass Elliot, des Mamas and the Papas, y redéfinissent le rôle des femmes dans le rock. Carole King mérite une mention spéciale. Cette New-Yorkaise s'installe dans le canyon en 70 et y écrit Tapestry, l'un des albums les plus vendus de tous les temps. Sa maison devient un laboratoire d'écriture où elle reçoit James Taylor avec qui elle entretient une relation amoureuse plutôt passionnée. Elle écrit So Far Away en pensant à James Taylor parti en tournée. Elle l'a composé en une nuit, assise au piano de sa cuisine, pendant qu'une tempête faisait rage sur les collines. C'est très hollywoodien tout ça. La voix des Mamas and the Papas, Cassie Elliott, organise dans sa maison des soirées devenues légendaires. Elle cuisine pour toute la communauté musicale et sa maison est surnommée The Feeding Station par les musiciens du canyon. Mais on ne peut pas parler de Laurel Canyon sans évoquer la drogue. Cannabis, LSD, cocaïne, toutes ces substances accompagnent la créativité musicale pour le meilleur et évidemment pour le pire. Jim Morrison des Doors, qui fréquente assidûment le canyon, écrit certains de ses textes les plus psychédéliques sous l'influence du LSD. Sa chanson Strange Days est directement inspirée par un trip qu'il a vécu dans une maison de Laurel Canyon. Il avait d'ailleurs l'habitude de grimper nu sur les rochers du canyon au coucher du soleil. Les habitants s'y étaient habitués et l'appelaient le Lizard King, surnom qui inspirera plus tard une de ses chansons. Mais la drogue cause aussi des drames. Graham Parsons, le pionnier du country rock, meurt d'une overdose en 1973. Sa disparition marque symboliquement la fin de l'âge d'or de Laurel Canyon. Mais Laurel Canyon, c'est aussi le berceau du country rock, cette fusion entre la musique country traditionnelle et le rock californien. The Flying Burrito Brothers, formés par Graham Parsons et Chris Hillman des Experts, créent ce nouveau style dans une maison du canyon. Ils ont donné leur premier concert dans le jardin de Graham Parsons. Le public était composé uniquement de leurs voisins musiciens. Mais ce concert improvisé a révolutionné la musique country. The Eagles poussent cette fusion encore plus loin. Formés en 1971, ils se retrouvent régulièrement dans le canyon pour répéter. Leur tube Hotel California s'inspire directement de l'ambiance mystérieuse des collines de Laurel.
Mais au-delà des maisons privées, Laurel Canyon abrite plusieurs studios d'enregistrement clandestins. Le plus célèbre est celui de Wally Heider, au 8850 Sunset Boulevard, techniquement juste en bas du canyon, mais spirituellement partie intégrante de la scène. Wally Heider a installé donc ce studio dans un ancien nightclub et il a gardé la boule disco au plafond, prétendant qu'elle donnait un son unique aux enregistrements. Et c'est dans ce studio que Crosby, Stills & Nash enregistrent leur premier album éponyme. Les 3 musiciens, qui habitent tous dans le canyon, descendent à pied au studio chaque matin. Enfin, vers 14h. Vers 73-74, la magie de Laurel Canyon commence à s'estomper. Plusieurs facteurs expliquent ce déclin. D'abord, le succès. Les musiciens du canyon deviennent des stars internationales et peuvent s'offrir des propriétés plus luxueuses à Malibu ou Beverly Hills. L'esprit communautaire se dilue. Ensuite, la drogue fait des ravages. Plusieurs overdoses secouent la communauté, l'ambiance insouciante des années 60 laisse place à une atmosphère un peu plus sombre. Comme toutes les collines de Los Angeles, Laurel Canyon a toujours été vulnérable aux incendies. On l'a encore vu récemment, en début d'année. Cette menace constante contribuait paradoxalement à l'esprit bohème du lieu. On vivait intensément, sans savoir si nos maisons seraient encore là demain. La gentrification commence dans les années 80, les prix de l'immobilier explosent, les jeunes musiciens ne peuvent plus se permettre d'y habiter, Laurel Canyon devient un quartier résidentiel chic, perdant son âme bohème. Mais l'héritage de Laurel Canyon reste immense. Cette petite communauté a produit plus de standards de la musique populaire que n'importe quel autre lieu sur Terre. Entre California Dreamin' des Mamas and the Papas, Fire and Rain de James Taylor, Sweet Jody Blue Eyes de Crosby, Stills & Nash, tous ces tubes immortels sont nés dans les collines de Laurel Canyon. Les royalties générées par les chansons composées justement à Laurel entre 65 et 75 représentent encore aujourd'hui plus de 50 millions de dollars annuels. Le son Laurel Canyon influence toujours la musique contemporaine. Des artistes comme Lana Del Rey, Father John Misty ou AIM revendiquent cet héritage. Mais alors que reste-t-il aujourd'hui de cette époque magique ? Physiquement, beaucoup de maisons légendaires sont encore debout. La log cabin de Zappa, transformée en résidence privée, attire encore des pèlerins du rock. La maison de Johnny Mitchell a été vendue plusieurs millions de dollars et d'ailleurs achetée par un fan français. Ce collectionneur parisien a payé 3,5 millions de dollars pour posséder ce temple de la musique folk. Le Canyon Country Store, l'épicerie historique du quartier, existe toujours. C'est là que tous les musiciens venaient faire leurs courses et échanger les derniers potins. Aujourd'hui, c'est un lieu de pèlerinage pour les amateurs de musique. Ambiance incroyable, je vous le conseille. En conclusion, Laurel Canyon nous rappelle que la musique naît souvent de la convergence magique entre un lieu, une époque et des âmes créatives. Cette vallée enchantée a prouvé que l'inspiration peut surgir des endroits les plus inattendus. Dans les collines poussiéreuses de Los Angeles, entre Eucalyptus et Laurel Rose, une génération de musiciens a réinventé la musique populaire. Ils ont créé un son, une esthétique, une façon de vivre qui continue d'influencer la culture mondiale. Laurel Canyon nous enseigne que la créativité a besoin de liberté, de communauté et parfois d'un peu de chaos. Ces musiciens ont vécu intensément, ont aimé passionnément et ont créé éternellement. Alors la prochaine fois que vous écouterez California Dreamin' ou Fire and Rain, fermez les yeux et imaginez-vous dans les collines magiques où la musique coulait comme l'eau des sources, pure et intarissable. Et n'oubliez pas, quelque part dans vos propres collines, dans vos propres canyons, peut-être attend la prochaine révolution musicale. Il suffit d'ouvrir ses oreilles et son cœur. Merci d'avoir écouté ce 3e épisode de Chroniques américaines. Dans 15 jours, nous explorerons un autre pan fascinant de l'histoire américaine. N'hésitez pas à partager vos suggestions d'épisodes et à me laisser vos commentaires. À bientôt!